quand on crée son entreprise, il y a un petit peu deux écoles. Il y a les personnes qui attendent d'avoir la bonne idée avant de créer leur entreprise. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont l'idée et du coup qui foncent tête baissée et qui se mettent à créer leur entreprise en fait, du coup, avec l'idée qu'elles ont au départ. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise façon de faire. Attendre la bonne idée, justement, on va essayer de vous aider à trouver la bonne idée. Et puis, si vous avez une idée et que vous voulez savoir un petit peu si ça vous correspond pas, justement, on va vous aider à le faire. Parce que ça peut en fait aussi, quand on a une idée, qu'on fonce tête baissée sans savoir, sans se projeter dans le quotidien de ce que ça va donner, ça peut après parfois arriver à un échec. Alors l'échec c'est pas grave, ça permet d'apprendre des choses, mais autant vous êtes posé les bonnes questions avant de créer votre boîte pour voir si vraiment cette idée elle vous correspond, si c'est en lien avec vos valeurs, avec votre quotidien, avec vos limites, avec vos contraintes, et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir aujourd'hui, du coup, c'est en fait de trouver des idées par rapport à vous et par rapport à ce dont le monde a besoin. Quand on parle de trouver une idée d'entreprise qui vous ressemble, il y a le fait qu'il faut vraiment que ça vous ressemble pour que vous ayez envie d'y aller tous les jours. Et il y a aussi l'idée de trouver une idée d'entreprise. Il y a le mot entreprise et pour nous, une entreprise, ça doit être rentable. Donc du coup, ça doit correspondre à quelque chose où les gens sont prêts à payer pour votre idée. Donc du coup, c'est vraiment important de faire ce parallèle entre vous et ce dont le monde a besoin. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des idées d'entreprise qui sont liées à vos compétences, à vos réalisations, qui sont liées à vos passions, qui sont liées à vos valeurs et à vos envies, mais qui sont aussi liées à vos contraintes. Et on fera un petit, alors pas un atelier, d'habitude on fait sous forme d'atelier quand on le fait en physique, mais là on s'adaptera aussi, mais on va faire un petit, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire comment vous pouvez mettre en place un petit atelier de design thinking pour voir un petit peu ce dont le monde a besoin. Et voilà, normalement en regroupant les deux, vous devriez bien vous éclater dans votre création d'entreprise. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote pour vous convaincre du fait que c'est important de créer une entreprise qui vous ressemble et de réfléchir en amont à si votre quotidien va vous plaire ou pas. Je suis désolée, l'anecdote, elle me concerne moi et ce module, en fait, il est pas mal basé sur justement mes expériences d'avoir déjà créé une boîte et puis de m'être vraiment posé la question de comment créer la boîte ensuite qui allait vraiment me ressembler. Donc là, c'est mon expérience de 2010. En 2010, en fait, j'étais responsable marketing et communication et puis j'ai été licenciée économique. Et je l'ai pas mal pris. Je me suis dit, bon, c'est une opportunité pour redémarrer de zéro et puis faire autre chose. Et puis, en fait, là, je me suis dit, tiens, j'ai quand même un peu envie de créer une entreprise, en fait, et de tester ce que ça ferait de mettre à la création d'entreprise. Donc, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'avais envie de faire et à ce que je savais faire. Et en fait, à l'époque, j'adorais cuisiner. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'adore cuisiner. À côté de ça, il y a un vrai boom en fait des émissions culinaires comme Top Chef et Master Chef. C'était un peu le début de ces émissions-là. Euh, et puis, euh, et puis en plus de ça, j'avais quand même fait le constat que quand on rentrait d'une journée de travail assez intense, en fait, on n'avait pas trop envie de réfléchir à quoi faire à manger, ou alors quand on savait ce qu'on allait faire à manger, manque de bol, il n'y avait jamais ce qu'il fallait dans les placards ou dans le frigo. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, si je facilitais un petit peu le quotidien des personnes qui ont envie de cuisiner mais qui n'ont pas le temps de faire des courses ou de réfléchir à ce qu'elles veulent faire à manger. Donc du coup, en fait, j'ai créé une entreprise dans lesquelles je créais 4 recettes par semaine et 4 recettes par week-end. Et puis en fait, je livrais tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de ces recettes et plus donc la recette à suivre pas à pas. Euh, donc voilà, en fait, c'était vraiment la période idéale pour le faire parce que de toute façon, j'avais plus d'activité. C'était en 2010, le statut d'auto-entrepreneur à l'époque venait d'être créé, donc je prenais pas beaucoup de risques à commencer cette activité. Et puis à l'époque, je vivais en couple et donc du coup, je me suis dit, en fait, même si ça marche pas, il y a quand même un salaire sûr qui rentre tous les mois. Donc voilà, je prends pas beaucoup de risques à le faire, donc autant me lancer. Et donc, du coup, j'étais super contente. J'avais créé un concept qui était novateur, en fait, qui était l'ancêtre de Kitok et l'Ecofresco, qui existe maintenant depuis quelques années, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc,
moi, j'étais trop contente. En fait, j'allais pouvoir passer mon temps à cuisiner, à tester des recettes. Et puis, ma période de création d'entreprise, je vous l'ai dit, c'est super bien passé. Donc, voilà. J'ai fait le lancement. Ça s'est très bien passé. J'ai eu des clients dès la première semaine parce que j'avais communiqué en amont, j'avais vraiment préparé la chose. Donc, j'ai eu des clients tout de suite. J'ai eu des articles dans la presse sans aucun effort parce que c'était un concept qui était novateur. Donc, du coup, j'ai eu tout de suite des articles dans la presse. Donc, voilà, du coup, ça s'est super bien passé. Et puis après, j'ai eu des demandes en fait pour faire un peu du traiteur. Donc voilà, du coup, je me suis mise à faire ça pour augmenter un peu mon chiffre d'affaires. Et puis en fait, au bout de plusieurs mois d'exploitation, je me suis dit, ah ouais, en fait, maintenant, mon quotidien, c'est plus le truc stimulant de la création d'entreprise où je fais plein de choses. C'est surtout, en fait, bon, bah, certes, inventer des recettes, mais surtout aller faire des courses, réemballer, puis après, aller livrer des clients et facturer. Bon, j'avoue que du coup, je me sentais pas ultra stimulée et que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai revendu l'entreprise. En fait, je trouve que je m'étais pas assez projetée dans le quotidien que ça allait m'apporter. Je m'étais pas non plus suffisamment dit que en fait les activités manuelles, j'aimais beaucoup ça en mode loisir, mais faire ça au quotidien et tout le temps, en fait, bah, ça me gonflait et que j'avais besoin d'une activité intellectuelle quotidienne qui me stimule et que là, en fait, ça répondait pas à ces besoins-là. Donc voilà, du coup, j'ai revendu. Ceci dit, cette expérience, elle a été hyper formatrice parce qu'elle m'a permis de savoir bah, que j'avais besoin d'une activité quotidienne intellectuelle qui était quotidienne, que mon activité quotidienne devait être variée sans routine. Et là, il y avait de la routine quand même qui s'installait, que j'aimais bien travailler en mode projet et aussi que j'avais pas les moyens tout de suite de développer et d'embaucher et que du coup, je me sentais très seule et en fait, j'avais plus envie de travailler seule. Donc voilà, du coup, juste pour vous dire à quel point c'est important de se projeter dans son quotidien et de savoir vraiment si l'idée d'entreprise que vous avez en tête va vraiment vous stimuler tous les jours pour aller bosser, quoi. Alors, après cette anecdote, on va commencer par vous aider à réfléchir sur des idées d'entreprise basées sur vos compétences et vos réalisations. Vous pouvez prendre un petit peu de notes par rapport à ce que je vais dire parce que le PowerPoint, bah, c'est un PowerPoint, donc il n'y a quand même pas beaucoup de texte dessus. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, dès demain, on va vous envoyer ce support, donc vous pourrez le retrouver dans vos boîtes mail. Alors, pour savoir un petit peu, trouver en fait ce que vous savez faire, quelles sont vos compétences, vous pouvez vous poser la question en fait de vos études, dans quel domaine est-ce que vous les avez faites et est-ce que ça a été un choix ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a plutôt été imposé parce que imposé ou que vous vous êtes imposé à vous, soit parce que bah, vos potes allaient tous dans telle fac, donc du coup vous avez voulu y aller, ou est-ce que c'est parce que vos parents vous donnaient le choix entre soit être avocat ou médecin et que vous, en fait, vous auriez plutôt rêvé d'être paysagiste, mais vous n'avez pas osé aller à l'encontre de ça. Donc en quoi est-ce que c'était un choix et en quoi est-ce que ça ne l'était pas? Après, vous pouvez très bien avoir fait des études dans un domaine sur lequel c'était pas un choix, mais qui vous ont pour autant épanoui. Donc, c'est aussi important de vous poser la question du domaine d'études ou des domaines d'études que vous avez fait. Est-ce que ça vous a épanoui? Pourquoi ça vous a épanoui? Et en quoi ça vous a par contre pas épanoui? Qu'est-ce qui faisait que ça vous épanouissait pas ou qu'est-ce qui faisait qu'au contraire, non, ça par contre, ce côté-là de mes études, ça m'a plu, ce côté-là un peu moins. C'est important de vous poser ces questions-là. De même, vous pouvez vous poser exactement les mêmes questions par rapport aux domaines dans lesquels vous vous travaillez actuellement. Quand je parle de domaine, c'est en gestion, en marketing, en informatique, en vente, c'est ça en fait le domaine. Donc en quoi est-ce que ça a été un choix de travailler dans ce domaine-là et en quoi ça l'a pas été? Et pareil, qu'est-ce qui vous épanouit dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes et qu'est-ce qui ne vous épanouit pas? Moi, typiquement, je me suis vraiment posé toutes ces questions-là. Donc, je vous l'ai dit, j'étais responsable marketing et communication. Et en fait, je me suis rendu compte. Alors, déjà, moi, ça avait été un vrai choix d'études, donc j'ai quand même eu de la chance. J'ai eu de la chance que ça m'ait plu en ayant fait le choix à l'époque, à une époque où on ne se connaît pas si bien que ça. Et je me suis rendu compte
quand j'ai fait le bilan là, après mon burn-out, que en fait, le domaine d'activité dans lequel je travaillais m'épanouissait toujours beaucoup et que ça me plaisait parce que je travaillais en mode projet, parce que je travaillais avec plein de personnes différentes, parce que ça me permettait d'aller voir des clients et de creuser quelles étaient leurs problématiques et de trouver des solutions en face. Donc voilà, du coup, j'ai listé en quoi ça m'épanouissait de bosser dans ce domaine-là et en quoi ça ne m'épanouissait plus. Bah, typiquement, c'était un petit peu le fait que le marketing, ça peut être un petit peu le parent pauvre de parfois de certaines entreprises, que dès qu'il y a des plans sociaux ou des choses comme ça, hop, ça dégage. Que c'est des domaines qui sont pas forcément hyper bien intégrés dans certaines boîtes, notamment les boîtes techniques, et que du coup, il faut un peu se battre au quotidien pour s'imposer. Voilà, c'était certaines parties comme ça qui me plaisaient plus. Donc je me suis dit, ok, en fait, ça veut dire que dans mon futur quotidien d'entrepreneur, bah, je vais pas forcément avoir envie de me retrouver de nouveau dans un domaine dans lequel je vais devoir me battre pour m'imposer, parce que je l'ai vécu et que c'est quelque chose qui a commencé un petit peu à me fatiguer. Donc j'ai plus envie de vivre ça. Donc du coup, vous demandez un petit peu ce qui vous a épanoui dans vos domaines dans lesquels vous travaillez, peut vous permettre après de transposer certaines choses pour votre quotidien d'entrepreneur pour la suite. De même, vous pouvez vous demander en fait dans quel domaine est-ce que vous rêveriez de travailler. Euh, Par exemple, à l'époque, voilà, vous avez fait vous avez fait des études dans tel domaine et puis en fait, c'était pas tellement un choix, mais par contre, vous auriez rêvé, je sais pas, être ébéniste ou quelque chose comme ça. Et pourquoi est-ce que vous auriez rêvé de travailler dans ces domaines-là? Qu'est-ce que ça vous aurait apporté? Comment vous auriez vu votre quotidien? Qu'est-ce qui vous aurait stimulé en fait de travailler dans ce domaine d'activité-là? Pour voir un petit peu vraiment ce qui peut vous stimuler au quotidien et ce qui fait que en fait vous trouvez que votre quotidien il est chouette et que vous avez envie d'y retourner tous les jours, quoi. On va faire le même exercice avec les secteurs d'activité dans lesquels vous avez travaillé ou que vous travaillez actuellement. Alors, quand je parle de secteur activité, contrairement au domaine où là on parlait du métier plutôt que vous exercez, là c'est les secteurs d'activité que peuvent être l'industrie, la construction, la cosmétique, l'automobile. Voilà, là c'est de ça dont je parle quand je parle des secteurs d'activité. Ça paraît bateau, hein, c'est juste pour faire la différence entre domaine et secteur d'activité. Pareil, en quoi est-ce que ça a été un choix euh, ou est-ce que c'est des secteurs d'activité dans lesquels vous avez exercé parce que bah, il y avait de l'offre à l'époque, donc du coup vous êtes allé travailler dans ces secteurs d'activité-là. Et est-ce que ça vous a épanoui et qu'est-ce qui vous a épanoui dans ces secteurs d'activité? Là, pareil, je me suis aussi posé la question. Moi, j'ai travaillé dans des domaines d'activité, pas mal d'années dans des domaines d'activité qui étaient assez techniques. Ça n'avait pas été forcément un choix au départ, mais ça m'a pas mal épanouie parce que en fait, je trouvais ça hyper stimulant intellectuellement de devoir aller comprendre les secteurs dans lesquels je travaillais et de creuser parce que j'adore apprendre. Et puis finalement, ce que j'ai fini par trouver moins épanouissant à la longue, c'est que bah, en fait, une femme dans un domaine technique, dans un secteur technique, ben ça peut avoir des côtés un petit peu sympas parce que on est un petit peu à part. Et puis en même temps, on se rend compte aussi qu'on doit toujours faire plus ses preuves que les autres. Et puis au bout d'un moment, ben, pareil, j'en ai eu marre un petit peu aussi de devoir tout le temps me battre et m'imposer. Donc voilà, du coup, c'est bien de faire des bilans aussi là, sur les secteurs d'activité pour voir ce qui vous a épanoui, pas épanoui, et pour essayer de retrouver ce qui vous épanouit dans votre future vie d'entrepreneur et de vous projeter, de vous dire, OK, ce qui ne m'a pas épanoui, ah bah tiens, si je monte ce type d'entreprise-là, je vais être confrontée de nouveau à ça, donc il vaut peut-être mieux que je bifurque et que j'aille plutôt vers tel type de clientèle. Ou, enfin, voilà. Et là, pareil, vous allez pouvoir faire le travail aussi de vous dire la réflexion, dans quel secteur d'activité est-ce que je rêverais de travailler? Et pourquoi est-ce que je rêverais de travailler dans ce genre de secteur d'activité? Je suis désolée, je vais beaucoup parler de moi, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Et puis, bah, je connais bien mes exemples à moi, donc du coup, c'est plus facile pour moi de vous en parler. Euh, et puis, j'ai vraiment fait ce travail aussi après mon burn-out, du coup, de vraiment me poser, enfin de me poser et puis de savoir vraiment ce que je voulais faire. Le confinement peut être aussi une bonne période pour ça, d'ailleurs. Euh, quand je me suis posé la question des secteurs d'activité dans lesquels je rêverais de travailler, j'en ai listé plusieurs et puis j'ai aussi mis dedans l'immobilier. Et en fait, j'avais partagé cette liste avec une amie qui me connaît bien
et qui m'avait dit bah, tiens, je vois que tu as mis l'immobilier. J'ai dit bah oui, en fait, j'ai travaillé pas mal d'années dans l'immobilier d'entreprise et puis c'est vraiment un secteur dans lequel je me suis éclatée et j'ai bien apprécié travailler dedans. Et elle m'a dit mais en fait, est-ce que c'est vraiment que c'est un secteur d'activité qui t'éclate ou est-ce que c'est un secteur d'activité dans lequel tu te sens à l'aise parce que tu sais que tu es légitime et que tu as des choses à apporter? Et ouais, bon, ok, en effet, en fait, c'était peut-être plus ça la raison qui faisait que j'avais mis l'immobilier dans ma liste. C'est ok, ça me plaisait, mais c'est aussi que en fait, j'étais dans ma zone de confort parce que je me sentais hyper à l'aise dedans et que je savais que j'avais des choses à apporter. Donc voilà, du coup, c'est important de se poser la question du pourquoi. C'est important aussi de vous remémorer les moments où vous avez eu confiance en vous, parce que bah, quand on crée sa boîte, on est un petit peu toujours sur un fil. Euh, on est un peu toujours à connaître des hauts et des bas. Enfin, c'est un petit peu l'ascenseur émotionnel de monter sa boîte. Il y a des super bons moments et des moments vraiment de réussite, et puis d'autres où c'est un petit peu moins évident. Du coup, c'est quand même plutôt bien de savoir en fait dans quelles circonstances et avec quelle personne vous avez confiance en vous, parce que de la confiance en vous, vous allez quand même en avoir besoin. Du coup, c'est important de vous remémorer les moments où vous avez confiance en vous pour pouvoir vous retrouver un petit peu dans des situations comme ça. Vous pouvez vous poser la question de moments où vous avez eu vraiment confiance en vous dans la sphère pro et dans la sphère perso et des moments où vous vous êtes vraiment senti mal à l'aise. Typiquement, ça peut être, j'ai été super à l'aise quand j'ai fait ce lancement produit devant plein de personnes. Donc, du coup, vous savez que vous êtes à l'aise à l'oral, que vous êtes à l'aise à parler devant des gens. Et par contre, bah, j'ai été hyper mal à l'aise avec tel type de client parce que pour telle et telle raison, je me sens pas à l'aise avec ce type de public. Bah, typiquement, en fait, si vous voyez que la future entreprise dans laquelle vous allez vous investir, et que vous allez créer, en fait, vous remet dans ces situations-là, bah, soit vous vous dites, OK, c'est pas grave que je sorte de ma zone de confort, donc je suis prêt à y aller. Soit vous vous dites, non, mais là, en fait, je vais être un petit peu trop dans le dur, donc il vaut peut-être mieux que je reste sur des choses, non seulement dans lesquelles je me sens à l'aise, mais aussi dans lesquelles je me sens bien, en fait. Donc voilà. Vous pouvez aussi vous poser la question de 3 belles réussites que vous avez eues dans votre sphère pro et dans votre sphère perso. Euh, Parce que, en fait, pourquoi je vous pose ces questions-là? C'est parce que, en fait, c'est hyper important, bah, déjà de se remémorer ses réussites, ça fait toujours du bien et ça permet d'augmenter la confiance en soi. Et puis, c'est important aussi de savoir dans quelles conditions est-ce que vous avez pu réussir, quelle fierté est-ce que vous en avez tiré, quelles qualités vous avez dû mettre en avant pour pouvoir accomplir ces réussites et quelles compétences vous avez mis en avant pour accomplir ces réussites. Et en fait, du coup, ça va être important de savoir, de vous projeter toujours dans votre future vie d'entrepreneur et de vous dire, OK, en fait, je sais dans quelles conditions il faut que je sois pour cartonner. Je sais quelles qualités je dois mettre en place pour cartonner et je sais quelles compétences je dois mettre en place pour tout déchirer. Et du coup, c'est important de se remémorer ça pour actionner ces leviers et pour que vous soyez sûr que vous allez pouvoir actionner ces leviers-là dans l'entreprise, dans l'idée d'entreprise que vous avez. Euh, Là, c'est encore du coup savoir un petit peu déceler vos compétences, vos talents. Euh, on a parfois l'impression de ne pas avoir de talent particulier. Euh, Ça peut être assez déstabilisant d'ailleurs. Ce que je vous invite à faire en fait, c'est de vous dire en fait que vos talents, c'est des choses que vous arrivez à faire mieux que les autres, plus rapidement que les autres, qui vous demandent pas d'effort. Et en fait, du coup, vu que ça vous demande pas d'effort, vous n'avez pas l'impression que c'est des talents. Mais si, quand on fait quelque chose sans aucun effort, sans que ça vous demande d'effort et qu'on est hyper efficace quand on le fait, c'est un talent. Donc, je vous invite du coup à penser à des talents que vous avez dans votre sphère pro et dans votre sphère perso et à en lister pas moins de 5 parce que c'est pas possible que vous ayez moins de 5 talents. Savoir hyper bien faire des pâtisseries, c'est un talent. Savoir super bien organiser des choses, c'est un talent. Et c'est des choses que vous allez après pouvoir mettre en place dans votre future entreprise. Donc c'est important du coup de vous les remémorer, de savoir quels sont vos talents. On va passer maintenant à la deuxième partie, pardon, qui sont des idées d'entreprise basées sur vos passions. Alors là, pareil,
Vous pourriez aussi vous dire, tout comme vous auriez pu vous dire tout à l'heure, bah, je suis pas sûre que j'ai des talents particuliers. Vous pourriez vous dire aussi que vous n'avez pas de passion. Moi, à l'époque, je me suis dit exactement la même chose, que j'avais plein de choses qui me plaisaient, mais que j'avais pas de passion en particulier. Déjà, les passions, ça se cultive. C'est pas, enfin, c'est quelque chose qui se cultive soit au quotidien ou soit de façon hebdomadaire. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et puis, vous pouvez très bien avoir des passions que vous n'avez pas identifiées, mais qui sont bien présentes, ou des passions que vous avez aussi oubliées. Donc, pour essayer de retrouver un petit peu vos passions, ce que je vous invite à faire, c'est de savoir en fait 5 choses que vous faites spontanément quand vous vous ennuyez, ou quand vous n'avez rien à faire, quelles sont les choses que vous faites spontanément? Est-ce que vous mettez de la musique? Est-ce que vous vous mettez à lire? Est-ce que vous vous mettez à aller jardiner? Est-ce que vous vous mettez à faire du sport? Est-ce que vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses? Donc voilà, c'est aussi ça, des passions. Et si vous avez du mal à identifier des passions adultes, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rappeler ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, et vers quoi vous alliez spontanément en fait pour vous occuper. Parce qu'en fait, on peut avoir soit les filtres de l'âge adulte, où on fait ce qu'on nous dit de faire ou ce que la société nous dit de faire, euh, soit en fait on a un petit peu oublié ce qui nous passionnait, on l'a mis de côté parce que on est pris par le quotidien, et pour plein d'autres raisons. Donc voilà. Euh, Moi, j'avoue que j'ai du mal à trouver des passions que j'avais dans la vie actuelle, à part discuter avec mes amis, les aider à trouver des solutions. En fait, finalement, si je le faisais si je le faisais au quotidien et que ça me plaisait, c'est peut-être aussi que c'est des passions. Et du coup, je me suis beaucoup reconnectée à mes passions d'enfant, et je me suis rappelé ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à me reconnecter à tout ça. Je dis pas que c'est quelque chose qui m'a aidé à reconstruire une entreprise derrière, mais je pense qu'il y a plein de briques différentes qui peuvent vous aider à trouver des idées d'entreprise. Et vos passions quand vous étiez enfant peuvent être une bonne brique. Si typiquement ce que vous faisiez spontanément quand vous étiez enfant, c'était de jouer à la maîtresse d'école, peut-être que votre passion, c'est pas d'être maîtresse d'école, mais que par contre la pédagogie, c'est quelque chose qui vous plaît vachement, et que du coup, c'est quelque chose que vous devriez peut-être intégrer dans votre futur métier d'entrepreneur. Donc voilà. Vous pouvez aussi vous demander les moments où vous prenez vraiment du plaisir. Alors normalement, en fait, la présentation est préparée pour une période classique, on va dire. Donc c'était 3 moments où vous vous êtes fait plaisir dans le mois précédent. Là, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit le confinement vous a justement permis de reprendre du temps et de pouvoir refaire des choses que vous aviez un petit peu oubliées et qui vous faisaient vraiment plaisir, comme vous mettre à lire un bon bouquin, chose que vous n'arriviez plus à faire. Soit dans ces cas-là, si au contraire votre quotidien pendant le confinement est complètement bouleversé et que vous devez travailler, faire l'école à vos enfants, et je comprends que dans ces cas-là, votre quotidien soit un petit peu particulier, posez-vous la question, par exemple, depuis le mois de janvier, quels ont été les 3 moments où vraiment j'ai pris du plaisir, où j'ai vraiment kiffé, où ça a été vraiment un super moment pour moi, quoi. Un autre moyen aussi de savoir ce qui vous fait vibrer au quotidien ou ce qui vous fera vibrer au quotidien, c'est de... Si vous faites actuellement du bénévolat ou si vous aviez envie de faire du bénévolat, dans quel, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que ce seraient vos tâches de bénévolat? Et en gros, du coup, c'est se poser la question de, OK, en fait, qu'est-ce que je fais et que j'aime au point d'être capable de le faire gratuitement, en fait, sans avoir besoin de rétribution financière pour ça. Moi, typiquement, à l'époque, quand je me suis posé toutes ces questions-là, il y a des choses qui m'ont servi pour reprendre des loisirs. Et puis, typiquement, du coup, je me suis mise au piano parce que je me suis rendu compte que ça me faisait vibrer, mais que j'avais jamais osé le faire, et que je m'étais dit, oh, c'est dommage que je l'ai pas fait que je l'ai pas fait quand j'étais petite. Bah non, en fait, c'est pas grave, on peut le refaire après. Je me suis remise à l'équitation aussi, alors que ça faisait 26 ans que j'avais arrêté. Et par contre, il y a des choses qui m'ont servi après pour ma future création d'entreprise. C'était justement ce que je faisais bénévolement et ce que j'aimais tellement faire au point d'accepter de ne pas être payée pour ça.
En fait, ça faisait à l'époque 1 an et demi que j'étais bénévole pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds et qui accompagne des entrepreneurs qui ont connu une liquidation judiciaire et à refaire un projet derrière et à les soutenir moralement aussi. Et du coup, donc maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça. Et je me suis dit, OK, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans, c'est quelque chose qui te passionne. Donc, tu pourrais très bien prendre ces idées-là et créer une future entreprise derrière autour de ça, quoi. Voilà, donc du coup, j'espère que ça va vous aider aussi à trouver en fait des idées autour de ce que vous pourriez faire, même en n'étant pas payé, des choses qui vous passionnent tellement et qui vous font tellement vibrer et qui vous font vous sentir vivante et qui vous font ou vivant, euh, au point où vous pourriez le faire bénévolement parce que ça vous apporte des choses, autre chose que de l'argent. Bon, le but après pour votre entreprise, c'est quand même bien sûr de gagner de l'argent, mais en tout cas, de savoir ce que vous pourriez faire bénévolement, c'est un bon moyen de savoir quelles pourraient être vos passions. Et enfin, pour cette partie-là, c'est dans quelle situation vous vous êtes senti parfaitement à votre place. C'est important aussi de vous poser la question de situations ou de contextes dans lesquels vous vous êtes senti vraiment à votre place, dans lesquels vous sentiez que vous aviez vraiment quelque chose à apporter au groupe ou à une personne, dans lesquels voilà, vous vous êtes senti vraiment vous-même aussi, parce que c'est hyper important de pouvoir se sentir soi-même. Souvent, quand on est une entreprise, on doit un petit peu mettre un masque social parce qu'il y a des règles à suivre et parce que du coup, on ne peut pas être forcément complètement spontané. Bah, en fait, créer sa boîte, c'est aussi pouvoir être libre de tout ça et être libre de soi-même. Et je vous invite vraiment à être vraiment vous-même parce que c'est euh, l'authenticité qui fera que les gens vont vous rejoindre et vont avoir envie d'acheter votre solution, d'acheter ce que vous vendez. Donc, du coup, c'est important en fait de savoir dans quelle situation vous êtes vraiment sorti parfaitement à votre place et dans quelle situation vous, au contraire, vous ne vous êtes pas du tout senti à votre place et que vous n'avez pas envie de revivre. Parce que ça vous permettra toujours de vous projeter dans votre futur quotidien d'entrepreneur et de vous dire, OK, si je me mets dans ces situations-là avec ce type de client, eh ben, je vais me sentir à ma place. A contrario, si je me remets dans ces situations-là, je sais que je ne vais pas être bien et dans ces cas-là, je vais pas avoir la résilience nécessaire pour avoir envie de continuer, quoi. Hop, avant de passer à ça, je fais une petite pause hydratation. Alors, on va passer à la troisième partie, des idées d'entreprise basées sur vos valeurs. Cette partie va être très très courte parce que normalement dans le module, je crois qu'il y a une centaine de valeurs qui sont listées, donc qui vous permettent de piocher dedans et de savoir un petit peu quelles valeurs vous portez. Il y a également un test en fait qui permet de classer vos valeurs en fait dans leur ordre d'importance. Là, du coup, forcément, je ne vais pas pouvoir vous le faire faire. Mais en tout cas, vous pouvez lister vos 5 valeurs principales, celles qui, en fait, celles où vous vous dites, OK, si ces valeurs-là sont pas présentes, ben en fait, j'ai pas envie d'y aller parce que ça me ressemble pas assez. Typiquement, avec Fred et Charlie, c'est quelque chose dont on a parlé très très vite parce que par rapport à nos expériences, on s'est rendu compte que les valeurs, c'est ce qui restait toujours à la fin. Euh, et du coup, bah, que c'était en fait hyper important de les partager, de savoir quelles étaient les plus importantes pour nous et aussi de les traduire, de savoir en fait concrètement ce que ça voulait dire. Nous, en fait, on s'est listé, par exemple, que nos valeurs principales, c'était la transparence, la bienveillance et la liberté. Je crois que j'en oublie une, mais voilà, en tout cas, c'était les trois principales. Et, euh, et en fait, du coup, on les a tout de suite partagés et on a voulu voir si on était d'accord ou pas entre nous là-dessus, euh, si c'était des valeurs qu'on partageait ou alors si c'était complètement à l'opposé de ce que nous, on voulait. Et ensuite, on les a traduites. C'est-à-dire que pour chaque valeur, on s'est dit, OK, qu'est-ce que ça signifie vraiment pour nous? Et ben, par exemple, pour la transparence, ça veut dire que, ben, en fait, on a aussi envie de se dire ce qu'on traverse dans notre vie privée,
pas pour le voyeurisme, mais plutôt parce que c'est important pour nous de le savoir parce que en fait, bah, c'est intimement lié, la vie pro et la vie perso. Et que si on rencontre une galère dans notre vie perso, bah, ça va forcément avoir un impact à un moment donné sur notre vie pro. Et que du coup, en fait, eh ben, quand on sait ce qui se passe, on comprend. Et du coup, ça permet d'éviter les quiproquos et qu'on se prenne la tête pour rien, alors qu'en fait, c'est juste que la personne à ce moment-là, elle a un souci et que du coup, bah, il faut qu'on soit là pour la soutenir. Et voilà. La transparence, c'était aussi de se dire, OK, bah, en fait, avec nos actionnaires, on a aussi envie de transparence et du coup, bah, on leur dira ce qui va, mais aussi ce qui ne va pas. Pour la bienveillance, c'était aussi de se dire, bah, en fait, nous, on veut de la bienveillance entre nous, sans qu'on soit pour autant complaisant, parce que ça va aussi avec la transparence. On se dit ce qu'on a à dire, mais par contre, on le dit toujours avec les formes, avec bienveillance. Et ça se traduit aussi par ce qu'on veut apporter à nos clients. Euh, on a eu des personnes qui se sont présentées à nous pour être experts ou coachs en fait auprès de nos clients et qui avaient plutôt comme manière de faire de mettre des coups de pied aux fesses aux gens. Bon, nous, c'est pas, c'est, ça peut marcher, mais nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. On veut plutôt permettre aux gens, en fait, de montrer leur plein potentiel et de révéler leur plein potentiel pour pouvoir y arriver. Donc, du coup, mettre des coups de pied aux fesses aux gens, c'est pas trop notre truc. Donc, voilà, du coup, on a aussi envie de travailler de cette façon-là. Donc, du coup, voilà, juste pour vous dire, en tout cas, que c'est très important de traduire vos valeurs. Si votre valeur, c'est la liberté de pas avoir c'est la liberté, c'est de la traduire. Est-ce que c'est je veux pas avoir de compte à rendre? Est-ce que c'est je veux pouvoir bosser aux horaires que je veux? Voilà, c'est important derrière de les traduire. On va passer maintenant donc à des idées d'entreprise basées sur vos envies. Là, vous pouvez aussi vous poser la question de ce qui vous épanouit. Est-ce que ce qui vous épanouit, c'est d'avoir des tâches répétitives parce que c'est là-dedans que vous vous sentez plutôt à l'aise? Ou est-ce que vous avez besoin d'un quotidien qui soit tout le temps en mouvement et qui soit pas le même? C'est important de le savoir pour vous projeter derrière sur toujours essayer de vous projeter le plus possible dans ce que va être votre quotidien pour vous dire, OK, en fait, avec une activité comme ça va être tout le temps en mouvement et en fait, moi, je me sens pas très à l'aise avec ça, donc il vaudrait mieux que je change certaines choses pour que j'ai aussi des tâches répétitives qui se reproduisent parce que je sais que moi, dans mon tempérament, c'est plutôt ça qui me convient et c'est ce avec quoi je suis plus à l'aise. Pareil, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que vous préférez avoir des activités intellectuelles, des activités manuelles, ou est-ce que en fait c'est un savant mélange des deux qui vous épanouit? Là, je vais vous proposer un exercice, mais je vais boire un petit peu d'eau avant. C'est un exercice qui peut être très puissant et j'espère qu'il vous apportera les mêmes bénéfices que ce qui m'a apporté à l'époque. C'est de d'écrire votre vie rêvée. Et quand je parle de votre vie rêvée, alors là, c'est open bar, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire que vous n'avez pas de contrainte financière, vous n'avez pas de contrainte géographique, vous n'avez pas de contrainte sociale. J'allais dire, vous n'avez pas de contrainte familiale, mais je ne vais pas, quand même pas vous dire d'abandonner vos familles, donc faites quand même un petit peu attention à ça. Mais non, normalement, en vrai, en fait, votre vie rêvée, vous devez l'écrire en faisant comme si vous aviez une baguette magique et hop, d'un coup de baguette magique, j'ai la vie dont je rêve. Et là, du coup, n'hésitez pas à être très factuel et à être très dans la description assez précise en fait de ce que vous aimeriez vivre dans votre vie rêvée, que ce soit sur le plan perso ou sur le plan professionnel. Est-ce que votre vie rêvée, c'est d'être entrepreneur? Est-ce que c'est d'être entrepreneur, oui, mais associé à d'autres personnes? Est-ce que c'est d'avoir des beaux bureaux? Est-ce que c'est non, au contraire, en fait, moi, je le vois plutôt en travaillant de chez moi parce que c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Est-ce que c'est ben moi j'ai envie de travailler à mi-temps parce que je veux voir mes enfants? Est-ce que c'est ben moi j'ai envie de gagner 6 000 € net par mois? Il y a aucune contrainte, donc lâchez-vous, allez-y, écrivez votre vie rêvée. Moi, c'est ce qui m'a permis à l'époque, quand je me suis posée, en fait, de me rendre compte que en fait, j'avais hyper envie de remonter une boîte parce qu'à l'époque, je m'étais dit,
que j'allais rechercher du travail dans une entreprise bienveillante parce que c'était les valeurs que je portais. Donc, du coup, je voulais être dans une entreprise bienveillante et j'allais chercher du travail. Pourquoi je me disais ça? Eh ben, parce que, en fait, j'étais seule avec un seul revenu et du coup, je me disais, ben, du coup, là, c'est mort. En fait, il faut absolument que j'aille rechercher du boulot pour pouvoir subvenir à mes besoins et voilà. Et en fait, en écrivant ma vie rêvée, bah, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça en fait que je décrivais dans ma vie rêvée et que dans ma vie rêvée, en fait, j'étais de nouveau entrepreneur quoi. Donc voilà. Et puis bah finalement, j'ai fait autrement. Je, enfin voilà, bon, c'est une vie autre aussi, mais en tout cas, quand j'ai écrit ma vie rêvée, c'est vraiment ce qui m'épanouissait. Donc j'ai eu un petit peu de frein au début à me dire oui, mais dans ta vie rêvée, il y a aussi un mari qui gagne bien sa vie et du coup qui peut t'apporter un salaire en plus et conforter la vie du foyer. Donc bon, est-ce que tu es sûr Et puis en fait, après, je me suis dit, ben finalement, en fait, à l'époque où j'ai créé ma première boîte, je vivais en couple et en fait, mon conjoint de l'époque, il m'a juste fait chier parce que en fait, il avait super peur que je monte ma boîte et du coup, en fait, il me projetait ses propres peurs. Donc du coup, plutôt que de m'aider, il m'a foutu des bâtons dans les roues jusqu'à ce qu'il voit ce que ça marche. Donc en fait, il n'y a pas de situation idéale. Au final, je me disais que la situation était idéale parce qu'il y avait un salaire qui rentrait. Bah là, il n'y avait pas d'autre salaire qui rentrait, mais au moins, il n'y avait personne pour me dire que c'était bien ou pas bien ce que je faisais. Et surtout, il n'y avait pas de personnes très proches de moi qui étaient partie prenante du truc et qui me disaient mon Dieu, non, surtout fais pas ça, ça va nous mettre dans la merde. Là, au moins, voilà, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Donc, juste pour dire qu'il n'y a pas de situation idéale, n'hésitez pas à écrire votre vie rêvée. Faites-le vraiment sans aucune contrainte, avec une baguette magique. Et si vous avez vraiment envie de le faire, vous verrez que vous arriverez à trouver les ressources nécessaires pour le faire et que voilà, et que ne pas avoir un deuxième salaire dans le foyer, bah, finalement, c'est quand même possible de le faire aussi en trouvant d'autres astuces. Après cet exercice d'écrire votre vie rêvée, je vous invite aussi à du coup décrire ce que vous voudriez vivre au quotidien, en termes d'ambiance, en termes de relations, en termes de position, ou du moins de place que vous prenez, en termes d'horaire, en termes de type de client que vous avez, en termes d'équilibre vie pro, vie perso et aussi en termes de salaire. Donc ça, c'est typiquement des choses des sphères que vous pouvez décrire dans votre vie rêvée. Si ma vie rêvée, c'est ça, et en fait, en termes d'ambiance, je vis ça en termes de relations, j'ai envie d'avoir tel type de client, j'ai envie d'avoir tel salaire, enfin voilà. C'est un peu aussi pour vous aider ça à décrire les sphères de votre vie rêvée. C'est important aussi de savoir quels sont vos moteurs. Les moteurs, en fait, c'est ce qui permet de se lever tous les jours et d'aller bosser, y compris quand vous êtes seul, de vous mettre à bosser en fait de manière presque autonome en fait, en sachant ce qui va vous motiver à vous lever le matin. Ça peut être plein de choses différentes. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse. Et, euh, et en fait, c'est juste bien de savoir les identifier pour pouvoir vous mettre ensuite dans des situations qui vous permettent d'activer vos moteurs et d'être efficace dans votre travail. Parce que monter sa boîte, c'est un peu long, c'est fastidieux, il faut faire plein de choses. Parfois, on est très seul. Et du coup, en fait, en identifiant vos moteurs, ça va vous permettre de savoir quoi activer pour pouvoir aller créer votre boîte. Ça peut être l'argent, le pouvoir, les échanges, la réussite, la reconnaissance, l'action. Ça peut être votre famille, ça peut être plein de choses. Je reprends encore mon exemple. Quand je suis arrivée à Nantes, je ne connaissais absolument personne puisque je n'ai pas de famille ici. Enfin, c'est pas du tout, j'ai aucun lien en fait avec cette ville, à part que je l'aime d'amour. Et donc, du coup, quand je suis arrivée, j'avais pas du tout je m'étais fait quelques amis quand même avant d'arriver, mais j'avais pas du tout de réseau professionnel. Je connaissais vraiment personne. Donc, du coup, je me suis mise à travailler toute seule au début avant de rencontrer Fred et Charlie. Et franchement, travailler seul, parfois ça le fait, puis parfois ça le fait pas, quoi. C'est pas toujours évident de se motiver tous les matins à travailler seul. Et du coup, à un moment donné où j'étais vraiment en train de stagner, où j'arrivais plus du tout à m'y mettre et où je me fouettais du coup parce que je me disais ah c'est pas bien, t'as pas bien travaillé, t'arrives pas à te mettre devant ton ordi ou alors tu te mets devant ton ordi mais tu fais rien du tout, t'es nul.
Et voilà, du coup, en fait, non seulement j'arrivais pas à bosser, mais en plus, je m'accablais. Donc, bon, c'était vraiment le cercle vicieux assez nul. Mais bon, après, on va tous par là, hein, c'est un peu normal. Et au bout d'un moment où j'en ai eu marre un petit peu de me fouetter, je me suis dit, bon, ok, en fait, qu'est-ce qui va pas là? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à bosser? Parce que ce projet, il te plaît énormément. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que tu stagnes et que tu n'arrives plus à avancer, quoi? Et là, je me suis dit, ben, en fait, moi, mes moteurs à moi, c'est les échanges et c'est l'action. Et là, en fait, j'ai rien du tout de ces deux trucs-là parce que je suis toute seule à bosser chez moi et bah, j'ai pas d'action parce que comme j'arrive pas à bosser, bah, du coup, je suis là un peu à déambuler dans mon appart, à me sentir inutile, inefficace. Donc, du coup, j'ai aucun de mes deux moteurs qui sont activés, quoi. Et bah, suite à ce constat-là, en fait, je suis allée régulièrement bosser dans des espaces de coworking. Alors, petite astuce pour les espaces de coworking, j'ai amené mon chien. Et en fait, du coup, bah, ça m'a permis de faire plein d'échanges avec les gens et de pouvoir partager plein de choses. Et au début, ça parlait en parlant de mon chien. Puis en fait, après, du coup, on parlait de plein de choses de boulot. Enfin voilà, ça a été un super plan. Donc, vive les chiens. Et du coup, en fait, j'allais bosser dans ces espaces de coworking ou alors dans des cafés qui étaient ouverts toute la journée et qui étaient assez world-friendly, où ils donnaient des codes Wi-Fi, où c'était quand même suffisamment calme pour travailler, où il y avait d'autres personnes qui étaient avec leurs ordinateurs. Et pareil, du coup, ça me permettait d'échanger un petit peu avec les gens autour. Et ben, en échangeant avec les gens, ben, ça m'a permis de réactiver mon deuxième moteur qui était l'action. Et du coup, je me suis remise vachement au boulot. Ça me donnait un cadre aussi, une structure, le fait d'être dehors et de sortir de chez moi. Et voilà, du coup, j'ai réussi à réactiver mes moteurs. Donc, du coup, d'où l'importance d'identifier vos moteurs pour savoir ce qui va vous permettre d'aller au charbon tous les jours, que ce soit pendant votre création d'entreprise ou après aussi. Euh, on va passer à vos motivations. Je vais me faire une petite pause water avant, parce que c'est pas le tout, mais ça déshydrate un petit peu tout ça. Alors, vos motivations. Là, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests en fait en ligne pour savoir si vous aviez le profil idéal pour être entrepreneur. Parfois, il y a aussi dans ces tests-là des questions sur les motivations. Et moi, en fait, après avoir fait ces tests-là, on m'a déjà dit que mes motivations pour entreprendre n'étaient pas les bonnes. Bah, ouais, ok, pourquoi? Je ne sais pas. Bah, parce que par exemple, moi, dans mes motivations, il y avait que j'avais envie de gagner beaucoup d'argent. Bah, j'ai le droit. Alors, ok, c'est pas le cas là tout de suite, hein. Les 2 premières années, on va pas se mentir, c'est toujours un petit peu compliqué quand on crée sa boîte, mais on le sait de toute façon. Donc, quand on y est préparé, bah, on le sait. Mais n'empêche qu'il y a quand même peu d'autres métiers où on peut, quand on crée une entreprise qui est rentable et puis qu'on a fait les choses comme il fallait et qu'il y a un marché derrière, c'est quand même un métier aussi pour lequel on peut aussi très bien gagner sa vie. Je pense qu'il y a assez peu de métiers dans lesquels on peut faire un bond en fait de progression qui vous permettent de multiplier votre salaire par deux. Être entrepreneur, c'est quand même aussi quelque chose qui peut permettre de le faire. Donc voilà, du coup, ça m'avait un petit peu gonflé à l'époque qu'on me dise que les motivations n'étaient pas les bonnes. En fait, je pense que toutes les motivations sont bonnes du moment qu'on les a identifiées et que du coup, eh ben, c'est ce qui nous permet de nous lever le matin. Et en fait, c'est bien parce que ça donne un objectif. Donc, typiquement, gagner beaucoup d'argent, bah, ça permet aussi d'être ambitieux, de se donner des objectifs qui sont ambitieux. Et puis, du coup, de créer une boîte qui fasse que ben, les choses vont pouvoir se passer à terme, en tout cas 2, 3 ans après, fasse en sorte que vous puissiez gagner de l'argent, quoi. Donc voilà, donc c'est important aussi de pouvoir identifier vos motivations pour, pareil, toujours vous projeter dans votre futur quotidien et vous dire, OK, en fait, mes motivations, c'est ça. Donc du coup, l'entreprise dans laquelle je vais pouvoir m'épanouir, il faut qu'elle puisse m'apporter aussi, il faut qu'elle puisse m'apporter ça. J'en viens à la dernière partie qui concerne vous, ce que vous êtes pour créer l'entreprise qui vous ressemble. Et après, on passera un petit peu au design thinking et aux problématiques que rencontrent les personnes. C'est aussi important de créer des idées d'entreprise qui respectent vos limites et vos contraintes. Parce que quand on entreprend, certes, on est libre, mais euh, suivant l'activité qu'on a, on ne peut pas être libre de tout non plus. Donc du coup, c'est important de se projeter dans ce qui va être notre quotidien pour savoir si ça respecte nos limites et nos contraintes et si on ne va pas s'essouffler
parce qu'on va en avoir ras-le-bol en fait que, par exemple, on ne puisse pas profiter de nos enfants pendant les vacances ou que en fait la période de rush pour notre activité c'est juillet-août et puis que du coup en fait c'était exactement à ces périodes-là où vous n'aviez pas envie de bosser. Donc voilà, du coup c'est important de connaître vos limites et vos contraintes pour mettre des choses en place qui vous permettent de respecter ça. Tout comme tout à l'heure, vous avez pu faire l'exercice de savoir ce que vous vouliez absolument vivre dans votre quotidien. Là, vous allez faire l'exercice de ce que vous ne voulez plus jamais vivre en termes d'ambiance, en termes de relation aux autres, en termes de position ou de place que vous prenez, en termes d'horaire, en termes de type de client et en termes d'équilibre vie pro, vie perso. C'est aussi important du coup de vraiment dire ok, ça c'est mort, je ne veux plus le vivre. Et quand vous avez une idée d'entreprise, de bien vous rappeler tout ça et de vous dire ok, est-ce que l'idée d'entreprise que j'ai, elle va respecter tout ça. Si ce n'est pas le cas, franchement, ça va être compliqué de tenir sur la longueur parce qu'une entreprise, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et du coup, il vaut mieux se dire que voilà, que en tout cas, il vaut mieux que votre idée d'entreprise respecte vos limites et vos contraintes. Les limites et les contraintes, ça peut aussi être vos revenus. Parce que quand on crée une boîte, c'est assez rare de gagner de l'argent tout de suite, tout de suite. Il faut souvent attendre quelques mois, voire quelques années quand on monte une structure qui est un petit peu lourde. Ça peut aussi se faire très vite hein, si vous êtes micro-entrepreneur et que vous n'avez pas beaucoup d'investissement de départ à faire et que vous avez déjà trouvé vos premiers clients en amont, ça peut se faire très vite. Ça peut aussi prendre un petit peu plus de temps. Donc du coup, c'est quand même bien de savoir quelles sont vos charges, de lister toutes vos charges vraiment qui sont incompressibles et du coup de savoir quel revenu minimum il faut que vous ayez chaque mois pour pouvoir tenir. C'est aussi important de savoir si vous allez avoir des revenus pendant votre création et pendant les débuts de votre entreprise. Est-ce que vous êtes un demandeur d'emploi indemnisé ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce que vous avez des économies pour pouvoir tenir? Est-ce que vous avez des revenus complémentaires qui vont vous permettre de tenir? Je vous disais tout à l'heure que moi, je me disais que j'étais vraiment pas dans la situation idéale pour créer ma boîte parce que j'étais demandeur d'emploi indemnisé quand même, ce qui est déjà très bien, mais que ça, c'était pas du tout le salaire que j'avais quand même à l'époque où j'étais cadre. Et en fait, je me suis mise à louer ma voiture. Et du coup, bon, à part en ce moment où c'est un peu compliqué, mais sinon, voilà, j'ai quand même un revenu supplémentaire aussi grâce à ça. Donc, du coup, c'est important de mettre des choses aussi en place pour que ça puisse respecter en fait vos besoins financiers et ce dont vous avez besoin pour vivre et de savoir calculer pendant combien de temps vous allez pouvoir tenir pour vous dire, OK, dans mon BP, je sais qu'à ce moment-là, il faut absolument que je puisse me dégager un salaire, sinon juste je vais au crash et ça va pas quoi. Et enfin, dans vos limites et vos contraintes, il y a aussi les horaires et les moments où vous avez envie de travailler. Et là, je vais prendre l'exemple que j'avais peut-être déjà évoqué dans le premier webinaire, qui est une personne en fait qui voulait être coach familial, qui s'était formée pour et qui était vraiment passionnée par ça. Non, pardon, je commence à avoir le cerveau plus bien oxygéné, qui voulait être coach scolaire, qui se destinait à ça, qui avait fait toutes les formations pour. Et, euh, et en fait, en travaillant avec elle, on a identifié quels étaient ses moteurs. En fait, ses moteurs, c'était sa famille. Elle venait, pareil, de sortir d'une entreprise dans laquelle elle était cadre et où, en fait, son planning faisait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps pour voir ses filles. Et là, en fait, elle voulait être coach scolaire et puis profiter aussi en même temps de ses filles. C'était vraiment ce qui l'a boosté dans cette entreprise-là, c'était de pouvoir profiter de ses filles et de sa famille. Et manque de bol, en fait, quand on est coach scolaire, du coup, on se doit d'être dispo au moment où les enfants sortent de l'école et les mercredis après-midi. Donc, du coup, en fait, ça collait plus du tout avec ses envies d'être coach scolaire parce que elle avait d'un côté ce métier qui la faisait vibrer et de l'autre ses moteurs qui étaient ses filles qui n'étaient pas du tout respectés parce qu'en fait, en étant coach scolaire, elle allait bosser exactement au moment où ses filles étaient dispo. Donc, du coup, ça collait pas du tout. Et en réfléchissant à tout ça, en fait, elle s'est réorientée sur du coaching familial, ce qui lui plaît énormément aussi. Et en fait, là, elle accompagne plutôt des néo-parents dans leur nouveau rôle de parents et dans la parentalité. Et donc, du coup, ça lui permet en fait de pouvoir consulter à des horaires qui sont beaucoup plus
adapter au fait de voir ses filles. Donc, du coup, voilà, elle a réussi à trouver une idée d'entreprise à la fois qui lui ressemble, mais en même temps qui permette de respecter ses envies, ses limites et ses contraintes. Donc, c'est important aussi pour vous de les identifier. On va passer à la dernière partie, qui sont des idées d'entreprise basées sur des expériences de tous les jours. Je vous l'ai dit en préambule, votre idée d'entreprise, il faut absolument qu'elle respecte qui vous êtes, vos envies, vos limites, vos contraintes, vos passions, que vous vous projetiez dedans, mais il faut aussi que ça devienne rentable et que ce soit pas juste votre idée du siècle, mais en fait, soit personne n'en a besoin, soit personne n'a envie de payer pour ça. Donc du coup, c'est aussi super important de pouvoir trouver des idées d'entreprise basées sur des problématiques que rencontrent les gens. En plus, si vous n'avez pas d'idée, c'est top parce que des personnes autour de vous pourraient en avoir. Habituellement, on fait plutôt ce format d'atelier en physique. Donc, du coup, c'est Fred qui anime cet atelier basé sur les principes du design thinking. Là, du coup, on ne va pas pouvoir faire d'atelier, mais par contre, je vais vous donner un petit peu des tips pour pouvoir le faire après chez vous. Alors, le design thinking, comme son nom ne l'indique pas, en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est basé sur le design. C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de grosses entreprises et de plus en plus aussi d'entreprises de taille moyenne ou petite aux États-Unis comme en France ou partout dans le monde et qui permettent en fait de partir de problématiques que rencontrent des clients ou des utilisateurs, de réussir à la décortiquer, à vraiment les comprendre, à comprendre la peine, la douleur qui réside dans ce qu'ils n'arrivent pas à résoudre et du coup à trouver des solutions, la meilleure solution possible pour les aider à résoudre cette problématique-là. Ça permet soit de créer des nouvelles entreprises, soit de créer des nouveaux produits, soit d'améliorer des produits existants, le design thinking. Là, on va servir, normalement, c'est plutôt 7 étapes, le design thinking, ça va même jusqu'au prototypage. Là, on va juste faire déjà les premières étapes de design thinking qui sont d'essayer de trouver des problématiques, de bien creuser la cible et puis de commencer à trouver des ébauches de solutions. Alors, du coup, ce que vous allez pouvoir faire à la suite de ce webinaire, c'est de demander autour de vous quelles sont les problématiques que rencontrent des proches ou des proches de proches au quotidien et qu'est-ce qui les embête. Ça peut être des exemples dans la sphère perso ou dans la sphère pro. Alors, pour vous donner quelques exemples, je reprends un petit peu mes antisèches pour ça parce que je n'ai pas tout en tête. Des exemples dans la sphère perso, ça peut être je n'arrive pas à savoir si ce produit alimentaire est vraiment sain. Ça peut être je tourne tous les soirs pendant 20 minutes pour trouver une place de parking. Ça peut être je n'ai pas envie d'aller courir seule. Ça peut être aussi lorsque ma mère s'est retrouvée en fauteuil roulant, j'ai compris à quel point il était difficile de savoir quel lieu lui était accessible. Ça peut être aussi mon enfant est diabétique et ça a été compliqué de lui faire admettre qu'il devait modifier son régime alimentaire à vie. Ça, c'était des exemples pour la sphère perso. Je vais vous en donner quelques-uns dans la sphère pro. Je n'arrive pas à optimiser mes tournées en clientèle en termes d'itinéraire et de temps de trajet. J'ai des difficultés à échanger facilement avec mes collègues à l'étranger. Je n'arrive pas à prioriser mes tâches. Je voudrais transmettre mes compétences à mes équipes, mais je suis prise par le quotidien et je ne trouve pas le temps de le faire. Voilà, ça c'était pour vous donner quelques exemples de problématiques. Donc n'hésitez pas à les demander à des proches quelles problématiques ils rencontrent et qu'est-ce qui les embête vraiment au quotidien dans la sphère pro ou dans la sphère perso. Ce que je vous propose ensuite, c'est de scorer ces problématiques. Vous pouvez les scorer du coup sur deux sphères. Donc vous les scorez de 1 à 3 étoiles, 1 étoile étant le moins bon et 3 étoiles le meilleur. Et vous les scorez donc d'une part sur « Ah, mais cette idée-là, en fait, j'ai vraiment envie de bosser dessus, ça m'intéresse ». Et la deuxième note, c'est sur Ah, mais je pense qu'il y a vraiment un business rentable en face de cette idée, de cette problématique-là. Donc, vous scorez sur ces deux sphères-là et ceux qui rencontrent le plus grand score, vous les sélectionnez.
vous sélectionnez plutôt 3 problématiques sur lesquelles vous allez travailler, les 3 que vous avez le plus scoré. Pardon, je reprends un peu d'eau, je commence à fatiguer. Et ensuite, vous reformulez ces problématiques de la façon suivante. En tant que, et là vous mettez le type de personne ou le type d'entreprise, qui est la cible, je suis confronté à telle problématique, alors que j'aurais besoin de, le besoin pour pouvoir faire ça. Si je reprends 2 problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure, une sur la sphère pro et une sur la sphère perso, ça pourrait donner, en tant que manager, je suis confrontée à la difficulté de trouver le moyen de former mes équipes, alors que j'aurais besoin de les faire monter en compétences pour pouvoir plus déléguer. Ça, c'est une première reformulation d'une phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Deuxième reformulation, cette fois sur la sphère perso. En tant que maman, je suis confrontée aux étiquettes incompréhensibles sur les produits alimentaires, alors que j'aurais besoin d'être sûre que je nourris bien mon enfant diabétique pour qu'il ne mange pas de sucre caché. Voilà, ça c'est 2 exemples du coup pour reformuler vos problématiques. La troisième étape, ça va être de creuser ces problématiques. De savoir depuis combien de temps les problématiques que vous avez retenues existent. Est-ce qu'il y a eu des dates clés? Est-ce qu'il y a eu des faits qui ont fait naître cette problématique? Ça peut être des législations qui ont été mises en place, ça peut être un événement dans votre vie, enfin voilà, ça peut être plein de choses en fait. Est-ce qu'il y a vraiment des faits ou des dates clés qui ont fait naître ces problématiques et pourquoi, depuis combien de temps elles existent? Ensuite, vous pouvez vous demander s'il y a déjà eu des tentatives pour tenter de résoudre ces problématiques. Et si oui, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? La quatrième étape, ça va être de comprendre la cible qui est concernée par les 3 problématiques que vous avez sélectionnées. Ça va être du coup de noter le plus de choses possible sur le mode de vie de votre cible, sur ses pensées, sur ses sentiments et sur son avis. Donc là, je vous ai mis des exemples du coup sur justement le manque de clarté dans les étiquettes alimentaires. Donc voilà, du coup, c'est un exemple que vous pourrez retrouver après dans ce support-là. Et enfin, la dernière étape, c'est de trouver des ébauches de solutions. Alors pour ça, on a une première phase de divergence puis une phase de convergence. Normalement, c'est quelque chose qui se fait plutôt en groupe. Donc en ce moment, ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez essayer de le faire par Zoom, par exemple, pourquoi pas. En tout cas, par rapport à la problématique que vous avez reformulée, vous essayez de trouver des cibles qui correspondent et vous leur demandez, OK, par rapport à cette problématique-là, quelles sont les idées de solutions qui te viennent en tête? Je disais que ça pouvait correspondre à la cible concernée. Vous pouvez aussi mixer, avoir des avis extérieurs de cibles qui ne sont pas concernées. Ça peut être intéressant aussi. Parce que le but là, c'est d'être le plus possible créatif et de sortir un petit peu des cases dans la phase de divergence. Donc du coup, chacun rédige des post-it. Une phrase égale un post-it. Une idée égale un post-it. Et du coup, commence à ébaucher des idées de solutions pendant 5 minutes. Ensuite, chacun vient tour à tour poser ses post-it en les énumérant à voix haute pour que ça permette aux autres de pouvoir rebondir dessus et de pouvoir amener une autre solution. Et ensuite, l'animateur va les regrouper par grosses patates, les post-it qui ont des solutions qui se ressemblent un peu. Donc ça, c'est la phase de convergence. Et après, vous allez pouvoir commencer à travailler sur les solutions qui vous paraissent plus pertinentes et à pouvoir aller interroger votre marché. Donc ça, c'est le sujet du module 3 plutôt, qui est d'aller étudier votre marché. Voilà, du coup, c'est la fin de cette présentation. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis d'y voir plus clair. Je pense que c'est pas là tout de suite que ça va vous donner des idées d'entreprise parce que ça demande pas mal de temps, de réflexion, mais aussi de se poser en fait pour que les choses viennent naturellement après chaque exercice. Sachez en tout cas que ce qu'on a vu là, c'est vraiment un résumé de ce que vous trouverez sur le module 2. Je trouve une idée d'entreprise qui me ressemble.
Il y a une partie que j'ai pas faite là ici parce que c'est un peu délicat de la faire en webinaire. On a listé en fait aussi des secteurs d'activité porteurs, pourquoi ils étaient porteurs et voilà, pour que peut-être vous trouviez aussi des idées en lien avec ces secteurs d'activité. En tout cas, sachez que du coup, le module 2 est en libre accès. On a voulu être solidaire un petit peu de cette période particulière. Donc du coup, depuis le 15, depuis mi-mars, on a mis à disposition gratuitement notre plateforme jusqu'au 30 avril. Donc du coup, vous pouvez avoir accès au module 1, au module 2 et dès demain au module 3 qu'on va ouvrir. Pour pouvoir mettre en application à vous-même ce module. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à y aller. J'espère que ça vous aidera à trouver une idée d'entreprise qui vous fera vibrer pendant des années. C'est tout le mal que je vous souhaite. Nous, en tout cas, ça a marché pour nous. Donc voilà, j'espère que vous trouverez vous aussi. Et ça marche aussi pour des clients qu'on accompagne. Donc j'espère que ça marchera pour vous également.